Bonjour. Dans cette séance, on va voir le chapitre 2 qui porte sur le monopole. Dans ce chapitre, on va voir 3 sections. La première section porte sur les caractéristiques du monopole. La deuxième traite le modèle de monopole simple en courte et en longue période. Et dans une troisième section, on va voir les autres modèles des monopoles. Le marché des monopoles se définit par l'existence d'un seul vendeur face à plusieurs acheteurs. Autrement dit, le monopole est une entreprise qui se trouve seule à produire un bien ou un service et doit satisfaire la totalité de la demande. Sur un marché de monopole, l'entreprise est rationnelle. Autrement dit, elle maximise son profit. Les demandeurs sont eux aussi supposés être rationnels et surtout très nombreux. Le prix est fixé par l'entreprise et ce prix-là, c'est celui qui maximise son profit. Première section, les caractéristiques des monopoles. Dans cette première section, on va voir les points suivants. Le monopole en théorie et en pratique, la diversité des monopoles réels et le pouvoir du monopole. Premier point, le monopole en théorie et en pratique, on parle alors de monopole pur et de monopole isolé. En théorie, le monopole pur ou absolu correspond à une situation abstraite d'une entreprise qui ne subit aucune forme de concurrence, ni directe, ni indirecte, ni potentielle. Les conditions d'existence des monopoles purs sont d'abord la nullité de l'élasticité prix-croisée de la demande. Autrement dit, il y a absence de substitut et de biens complémentaires aux biens de monopole. Deuxième condition, l'existence des barrières à l'entrée infranchissables. Autrement dit, aucune entrée n'est possible. En pratique, on parle de monopole isolé, comme l'a bien signalé Édouard Chamberlain. Toutefois, ce monopole pur est critiqué. En fait, tout monopole subit plus ou moins une concurrence directe et indirecte des autres entreprises qui produisent et substituent au nom des biens de monopole. En effet, les demandeurs n'achètent pas seulement le produit des monopoles. Ils achètent d'autres biens et par conséquent, l'affectation des budgets prend en considération le prix des paniers et non pas seulement le prix des biens des monopoles. Autrement dit, vu que le revenu des demandeurs est limité, donc la demande adressée au monopole peut baisser ou peut être détournée vers d'autres biens. Et il subit aussi une concurrence potentielle. En effet, il existe des entreprises qui attendent seulement que les barrières soient franchissables pour entrer sur le marché. Deuxième point, la diversité des monopoles réels. D'abord, on va voir les causes d'apparition des monopoles. La première cause, tout simplement, le contrôle d'une ressource naturelle, rare. Tout simplement, par exemple, un gisement de pétrole, ou un gisement d'or, ou tout simplement une source d'eau minérale. À ce titre-là, on peut donner l'exemple de Sidi Ali, Sidi Harazm. Tout simplement, ils ont obtenu une licence pour être la seule entreprise qui exploite cette source-là. Deuxième cause d'apparition des monopoles, la possession d'un brevet. On parle alors des monopoles innovants. En fait, les entreprises font de l'innovation tout simplement pour se retrouver à terme en situation de monopole. Et ce brevet-là, tout simplement, va leur permettre une exclusivité pendant une durée donnée, exemple 20 ans ou 25 ans. Troisième cause, l'existence des rendements d'échelle croissants. On parle alors de coûts unitaires décroissants. Donc, il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle le monopole naturel. Une autre cause, tout simplement, décision juridique, décision de l'État.
Tout simplement, on parle dans ce cas-là de monopole institutionnel ou monopole légaux. Légal provient de la loi, donc peut être instauré par la loi. Une autre cause, jeu de la concurrence. Tout simplement, une entreprise va éliminer tous ses concurrents pour se retrouver toute seule sur le marché, donc situation de monopole. Ou s'il n'arrive pas, il peut fusionner, par exemple, ou acheter. On parle alors de monopole prédateur. Enfin, il y a aussi les ententes entre les entreprises. On parle alors de cartel. Dans ce cas-là, il y a plusieurs entreprises qui existent de façon séparée, mais qui se comportent comme une seule entreprise face à la demande. L'échelle des monopoles. Le monopole peut être mondial, exemple Microsoft pour certains logiciels, comme il peut être national, exemple les chemins de fer, l'Office national des chemins de fer au Maroc. Il peut être aussi régional, exemple les régies de distribution d'électricité et d'eau, comme il peut être des niveaux local. On parle alors de concession municipale. Troisième point, la durée des monopoles. Les monopoles naturels sont de nature durable. Par contre, les autres types de monopoles sont susceptibles d'être remis en cause. Première cause, par décision politique, dérégulation, privatisation, fiscalité, etc. Un exemple, le secteur de télécommunications au Maroc. Avant, on avait un seul opérateur qui était un monopole, Maroc Télécom. Et après décision politique, c'est-à-dire libéraliser le secteur des télécommunications, on se retrouve actuellement avec 3 opérateurs. Deuxième cause de disparition des monopoles, la fin de la période de protection par un brevet. On sait qu'après la fin de la durée des brevets, toutes les autres entreprises peuvent produire le même. Dernière cause, tout simplement en raison de l'ouverture des frontières, donc concurrence internationale. Troisième point de la deuxième section, le pouvoir des monopoles. L'indicateur le plus connu des pouvoirs des monopoles est l'indice de Lerner, donc dénommé L. L égale le prix moins le coût marginal divisé par le prix. Par ailleurs, lorsque l'entreprise maximise ses profits, l'indice de Lerner est à l'inverse des coefficients de l'élasticité prix de la demande, autrement dit L égale moins 1 sur l'élasticité. Démonstration. D'après la relation d'Amoroso-Robinson, on a recette marginale égale le prix fois 1 plus 1 sur l'élasticité. On peut aussi l'écrire, recette marginale égale le prix fois 1 moins 1 sur l'élasticité, mais en valeur absolue. Donc, on a alors recette marginale, en mettant le prix fois 1, on a P, et le prix fois 1 sur l'élasticité, on a P divisé par l'élasticité. Et on sait que lorsque le monopole maximise ses profits, on a recette marginale égale coût marginal. Donc on remplace recette marginale par coût marginal, et on se trouve avec la qualité suivante. Coût marginal égale le prix plus le prix divisé par l'élasticité. Ce qui fait que, en passant le coût marginal à droite et le prix divisé peut-être à gauche, on a le prix moins le coût marginal égale moins P sur l'élasticité. Et donc, en divisant par le prix, on aura le prix moins le coût marginal divisé par le prix égale moins 1 sur l'élasticité, et donc égale L, qui est l'indice de Lerner. Section 2. Le modèle de monopole simple en courte et en longue période. Dans cette deuxième section, on va traiter les points suivants. D'abord, on va revenir sur les hypothèses de base du modèle. En deuxième point, on va étudier l'équilibre des monopoles simples en courte période. En troisième point, l'équilibre des monopoles en longue période. Et enfin, dans un quatrième point, on va
faire une évaluation théorique et pratique des monopoles. Premier point, hypothèse de base des monopoles. D'abord, la première hypothèse, tous les agents sont rationnels, l'entreprise et les acheteurs. Les biens et facteurs de production homogènes et parfaitement divisibles. L'information des agents est parfaite. Offre unique et barrière à l'entrée infranchissables. Demandeurs très nombreux et petits par l'heure de demande atomistique. En plus de ces hypothèses, on suppose donner les éléments suivants. Les fonctions de demande collective, la fonction de production de courte et de longue période des monopoles, les prix des facteurs de production, autrement dit les fonctions de coût des monopoles. Deuxième point, l'équilibre des monopoles en courte période. D'abord, on commence par les fonctions des recettes. D'abord, il faut savoir que le monopole ne peut à la fois fixer le prix de vente et la quantité à produire. Tout simplement parce que la fonction de demande constitue pour lui une contrainte qui lui interdit de fixer librement le prix et la quantité. Donc, s'il choisit de fixer la valeur d'une des deux variables, la valeur de l'autre s'impose à lui, comme le démontre le graphique suivant. Donc, on a axe pour les prix, axe pour les quantités, on a la courbe de la demande. Imaginons maintenant que, tout simplement, le monopole veut fixer le prix P1. Et donc, tout simplement, la demande constitue une contrainte pour lui, donc c'est le point A, qui correspond tout simplement à la quantité Q1. Donc, si le monopole fixe le prix P1, il ne peut vendre au maximum que la quantité Q1. Si le monopole veut augmenter cette quantité, il veut vendre plus, par exemple, il veut vendre quantité 2, tout simplement, la demande là aussi est une contrainte, et le point d'équilibre c'est le point B, et donc le prix n'est plus P1, mais P2 qui est inférieur. Donc, tout simplement, la demande constitue une contrainte. S'il fixe l'une des deux variables, l'autre s'impose à lui. Il faut savoir aussi que les fonctions de demande au marché et à l'entreprise sont identiques. Tout simplement parce qu'on a une seule entreprise, donc on a les mêmes fonctions. Une autre information importante, c'est que la fonction de demande inverse, qui s'écrit le prix en fonction de la quantité, qui est adressée au monopole, n'est autre que sa recette moyenne. Tout simplement parce qu'on sait que le prix égale la recette moyenne. À partir de cette fonction de demande, et donc de recette moyenne, on peut déterminer la recette totale et par conséquent déterminer la recette marginale du monopole, parce qu'on sait que la recette marginale égale recette totale prix. Cette dernière, autrement dit, la recette marginale, on peut la trouver aussi à partir de la relation d'Amoroso-Robinson. Donc, recette marginale égale le prix fois tout simplement 1 moins 1 tiers de cet prix en valeur absolue. L'équilibre des monopoles en courte période. Deuxième point, les conditions d'équilibre des monopoles. Le principal objectif des monopoles, comme on le sait déjà, est de maximiser son profit. Donc, l'équilibre des monopoles découle des conditions de maximisation des profits. Et donc, sachant que le profit égale le total moins que le total, donc lorsqu'on maximise le profit, ce qu'on appelle condition de premier ordre, on a profit prime égale 0. Et donc, recette totale moins que total prime égale 0. Et donc, on sépare les deux facteurs. Donc, on a recette totale prime, moins que total prime égale 0. Donc, recette totale prime, c'est recette marginale. Total prime, c'est coût marginal. Donc, recette marginale égale coût marginal égale 0. Autrement dit, recette marginale égale coût marginal. Donc, c'est la règle de l'équilibre à respecter lorsqu'on veut trouver l'équilibre des monopoles en courte période.
Condition de second ordre, tout simplement, recette marginale prime doit être inférieure au coût marginal prime. L'équilibre des monopoles en longue période. Tout simplement, c'est le même principe de maximisation qu'en courte période. Donc, le monopole va toujours maximiser son profit. Donc, la règle, c'est recette marginale égale coût marginal. La différence avec la courte période, c'est que tous les facteurs, dans ce cas-là, sont variables. Graphiquement, le prix d'équilibre des monopoles en longue période correspond au point d'intersection de la recette marginale, des coûts marginaux de long terme et des coûts marginaux de courte période. Quatrième point, évaluation théorique et pratique des monopoles. En théorie, on parle alors des néoclassiques. Le monopole ne présente que des inconvénients. Tout simplement parce qu'ils le comparent forcément à leur modèle idéal, à leur modèle de référence, qui est la concurrence pure et parfaite. Donc le premier inconvénient, tout simplement, c'est le sur-profit. Le monopole est un sur-profit, en plus il est durable. Alors, à l'inverse de la CPP, où le profit disparaît en longue période. Le prix est toujours supérieur au coût marginal. Donc c'est un inconvénient parce qu'on sait qu'en CPP, le prix est égal au coût marginal. Et le volume des échanges est limité. Autrement dit, il est inférieur à celui de la concurrence pure et parfaite. Et en longue période, le prix est supérieur au coût moyen minimum, tout simplement toujours en comparaison avec la CPP, où le prix égale le coût moyen minimum. En bref, pour les néoclassiques, le monopole ne réalise pas l'affectation optimale des ressources humaines. Toutefois, certains auteurs condamnent pure et parfaite. Ils affirment que la grande dimension des monopoles peut être à l'origine d'importantes économies d'échelle, qui conduiraient à un prix plus faible que celui qui se fixerait sur le marché de CPP. De ce fait, le volume des échanges pourrait tout être plus élevé en monopole qu'en CPP. Autrement dit, le monopole peut présenter quelques avantages pour la société. En pratique, les monopoles ne sont pas à l'abri des risques, tels que l'intervention de l'État, l'apparition des concurrents, le détournement de la demande vers des systèmes même imparfaits. Ces risques persuadent le monopole et l'incitent à pratiquer un prix sous-optimal, autrement dit un prix qui ne maximise pas son profit, et à rechercher toutes les économies d'échelle possibles pour réduire ses coûts. En pratique, Joseph Schumpeter a même défendu le monopole. Pour lui, le monopole, vu sa position, serait incité à innover, car il dispose d'une visibilité en termes de temps souvent jugée assez suffisante pour permettre au monopole de rentabiliser ses investissements. En résumé, le monopole est vu de mauvais œil du fait de sa position dominante. Certains États combattent les monopoles, toutefois, ils encouragent l'innovation. Seulement, on sait que lorsqu'on fait de l'innovation, on risque de tomber sur une situation de monopole. On parle alors de monopole innovant. Et d'un autre côté, ils peuvent instaurer un monopole par la loi. On parle alors de monopole légal. Et ils font ça lorsqu'ils estiment cela nécessaire. Application 2. Soit une entreprise, situation de monopole, la demande adressée à ce monopole est X égale moins 1 sur 6 fois le prix plus 12, et le coût total de l'entreprise est 3X au carré. Première question, déterminer l'équilibre des monopoles, prix, quantité et profit. Deuxième question, déterminer la quantité maximale que peut vendre l'entreprise sans subir de pertes. Première question, l'équilibre des monopoles.
On sait que la demande, c'est x égale moins 1 sur 6 fois le prix plus 12, et le coût total, c'est 3x au carré. Donc, pour trouver la quantité d'équilibre des monopoles, la règle, on l'a vu, c'est la recette marginale égale le coût marginal. Donc, il faut déterminer les fonctions des deux éléments pour trouver la solution. Pour le coût marginal, on sait qu'il est égal au coût total prime. Donc, 3x au carré prime, ainsi, on a le coût marginal égal tout simplement Cx. Pour la recette marginale, on a la demande x égale moins 1 sur 6 fois le prix plus 12. Et on a dit que la demande inversée, ou la fonction de demande inverse, correspond à la recette moyenne du monopole. Donc on va inverser cette fonction-là pour trouver le prix en fonction de la quantité, et à partir de là, on trouvera recette totale et après recette marginale. Donc d'abord on inverse, on a 1 sur 6 fois le prix égale moins x plus 12, autrement dit, le prix égale moins 6x plus 72. Et on sait que recette totale égale le prix fois la quantité, donc moins 6x 72, tout ça fois x, et on aura recette totale égale moins 6x au carré plus 72x. Et donc, on va dériver cette recette totale pour trouver la fonction de la recette marginale. Donc, recette marginale égale recette totale prime, donc égale moins 12x, plus 72. Donc, on a le coût marginal, la fonction de coût marginal, et on a la fonction de recette marginale. Donc, il suffit maintenant de faire l'égalité entre les deux fonctions pour trouver la valeur de x. Donc, recette marginale moins 12x plus 72 égale le coût marginal Cx. Autrement dit, 72 égale Cx plus 2x, donc égale 18x, ce qui fait que x égale à 4. Pour le prix, on sait que le prix, c'est la recette moyenne de façon générale, mais on a déjà déterminé la fonction du prix et on sait que le prix égale à moins Cx plus 72. Et donc, il suffit de remplacer la quantité par sa valeur dans la fonction des prix pour trouver la valeur de ce dernier. Donc, on a moins 6 fois 4, plus 72, autrement dit, moins 24 plus 72, ce qui fait que le prix égale 48. Pour le profit, on sait que le profit égale recette totale moins coût total. Recette totale, le prix fois la quantité. Total, la fonction, c'est 3x au carré. Donc, prix fois la quantité moins 3x au carré. On remplace le prix par sa valeur et la quantité par sa valeur. On a 48, le prix, fois 4, la quantité, moins le total, moins 3, x c'est 4, donc 4 au carré. Et on a 192 moins 48, ce qui implique que le profit égale 144. Deuxième question, la quantité maximale à produire sans perte. Donc, x maximal correspond tout simplement au profit égal 0. Et on sait que le profit égale recette totale moins coût total, donc dans ce cas-là, égal à 0. On connaît la fonction de la recette totale et on connaît la fonction du coût total. Donc, on va remplacer chaque élément par sa fonction et on a moins 6x au carré plus 72x moins 3x au carré égale 0. Et ainsi, on trouve que moins 9x au carré plus 72x égale 0. Donc, c'est cette fonction à résoudre pour trouver la valeur de x. Cette fonction, on peut l'écrire autrement, tout simplement, x fois moins 9x plus 72, tout ça égale à 0. Ainsi, d'après cette deuxième fonction, on peut dire que soit x, le premier, égale à 0, soit moins 9x plus 72 égale 0. Donc l'un des deux est égal à 0. Et donc, le premier possibilité, c'est x égale à 0, et la deuxième, c'est moins 9x plus 72 égale 0, ce qui fait que, dans ce cas-là, x égale à 8. De ce fait, comme il s'agit d'une maximisation, x égale 0 à rejeter et x égale à 8 à retenir. Juste une chose à préciser,
Moins 9x au carré plus 72x égale 0 est une fonction de second degré. On peut aussi trouver la solution en passant par le discriminant delta. Donc pour le prix, dans ce cas-là, le prix toujours, sa fonction c'est moins 6x plus 72. Et donc on remplace la quantité par sa valeur. Donc moins 6 fois 8 égale moins 48 plus 72, ce qui fait que le prix égale à 24. Merci de votre attention. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.